Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode numéro 10 de Temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour à tous. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce 10e épisode, nous avons choisi d'aller à la rencontre des opérateurs de compétences afin de mieux comprendre leur rôle et nouvelles missions qui leur ont été confiées depuis la mise en œuvre de la loi Construire son avenir professionnel de 2018. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Leprêtre, délégué régional de l'OPCO-EP, Bourgogne-Franche-Comté, et Cyril Siminger, directeur adjoint d'Acto, Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, merci à nos invités. Je vais juste refaire un petit point organisation. Pour ceux qui connaissent les temps forts, vous le savez, on le répète à chaque fois, mais le webinaire est enregistré. Le replay sera accessible sur le site de Temps fort. Vous recevrez, après votre participation, donc un petit mail avec ces éléments-là, ainsi qu'une infographie qui va nous permettre d'avoir une base de synthèse sur les points qui vont être abordés avec nos invités ce matin. Vous pouvez utiliser donc dans la barre de tâches que vous avez en bas de votre écran la rubrique de discussion pour partager des retours d'expérience, pour vous présenter, pour nous donner des éléments. Et puis vous avez une rubrique de questions-réponses que vous pouvez également utiliser pour directement solliciter nos deux intervenants sur un questionnement par rapport aux thématiques que nous allons aborder. Bien, eh bien, nous allons pouvoir poser les questions à nos invités. La loi Construire son avenir professionnel fait des OPCO les guichets uniques de l'alternance. Donc, avec la libération de l'apprentissage et la politique incitative de recrutement, donc notamment les systèmes d'aide qui sont exceptionnels, les chiffres ont connu une très forte augmentation. Quelles sont les conséquences pour les OPCO? Quelles difficultés ou points de vigilance pouvez-vous nous évoquer? Et quel accompagnement pouvez-vous donc nous éclairer? Pour nos invités, donc on aura 4 thématiques. Vous pouvez préparer vos questions déjà sur les 4 thématiques. La première est sur l'alternance. Donc, nos deux invités vont répondre. Ensuite, on aura une question sur l'écosystème de la certification, le travail avec les branches locaux de la certification, les blocs de compétences. Ensuite, on aura une question sur les nouvelles modalités de formation, modalités à distance, actions de formation en situation de travail. Et puis, on terminera par une petite mise en perspective sur quelques évolutions ou un retour de nos invités sur les possibilités d'évolution sur le système, notamment par rapport au rôle des opérateurs de compétences. Je dis ça pour que vous puissiez déjà commencer à alimenter le chat de vos questions. On vous laisse commenter les réponses de Christine sur l'alternance et sur ce rôle de guichet unique ou pas des opérateurs de compétences et des questions que ça vous pose au quotidien. Bon, alors moi, je veux bien me lancer, et puis parce que c'est vrai que c'est comme Christine l'a dit, en tout cas du côté d'Acto, euh, on a eu une hausse très importante de volumétrie de contrats. Alors, c'est vrai globalement, hein, on le sait pour tous les opérateurs, si ce n'est que au sein d'Acto, on a dû composer notamment dans l'absorption finalement de cette volumétrie, avec une organisation qui est venue un peu percuter 4 anciens opérateurs de collecte agréés, OPCA, avec des systèmes d'information distincts, et puis une branche qui était rattachée à un autre OPCA qui nous a rejoint également. Et donc, il a fallu faire un travail en mode un peu accéléré de processus de gestion harmonisé, mais qui n'a été possible qu'à partir du 1er juillet 2022. Entre-temps, donc, on avait quand même ce flux qui était arrivé en gestion. On avait aussi tout le travail de reprise des anciens contrats de la fin de l'année 2019, quand les chambres consulaires et l'artisanat ont arrêté finalement, et donc on a eu du stock aussi à assimiler et à gérer. Et c'est vrai qu'en tout cas du côté d'Acto, on peut le dire, hein, parce que je pense que c'est aujourd'hui connu de tous les acteurs, en tout cas, et notamment ceux qui sont en première ligne, les CFO des entreprises.
accumulé du retard sur ces rentrées depuis la réforme pour gérer finalement cet afflux auquel nous n'étions en tout cas pas complètement préparés. Et aujourd'hui, par contre, voilà, on est arrivé en mode traitement à réguler aujourd'hui le flux. Donc aujourd'hui, on a mené ce chantier, mais effectivement qui a été en place. Et moi, le message que je peux faire passer, en tout cas, s'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre de contrats, c'est que 50% des contrats que nous recevons aujourd'hui sont non conformes et qui nous obligent du coup à opérer des relances. Et donc, c'est vrai que ça retarde, je dirais, la gestion, le processus de gestion du contrat. Forcément, quand on commence un contrat par engager une relance, ça génère effectivement un peu de retard dans le processus. Et sachant qu'il y a un nouveau CERFA qui arrive sur l'apprentissage avec des nouvelles rubriques. Et donc, ce n'est pas non plus sans susciter sur la rentrée 2023, du coup, une crainte d'assimilation de ce nouveau CERFA auprès des acteurs de l'écosystème de l'apprentissage notamment. Du coup, il y a eu la réforme au niveau de la structure des OPCO, la réforme en parallèle de l'alternance. Donc, on entend bien que les choses se sont mises en place en même temps, donc compliquées avec beaucoup de temps de gestion. Et là, on est un petit peu sur quelque chose où il y a de l'appropriation, mais le système continue à évoluer. Et du coup, nouveau CERFA avec peut-être ce risque que l'appropriation pose des problèmes au début. Et quand vous dites 50% de contrats reçus non conformes, effectivement, ça fait beaucoup. Et comme il y a de nouveaux champs, le risque, c'est que ce pourcentage augmente encore un petit peu. Du coup, un temps de travail important au niveau de l'OPCO sur la surveillance, sur les relances, etc. Je ne sais pas si, Exactement. monsieur le prêtre, vous partagez les mêmes constats ou si… Alors, globalement, je vais rejoindre le discours de mon collègue d'Acto, où effectivement, au niveau de l'OPCO-EP, on a fait comme tous les OPCO, on s'est mis en ordre de bataille très rapidement après la loi de 2018 et la création des OPCO. Alors, particulièrement rapidement pour ce qui nous a concernés, parce qu'on avait été désigné par la DGEFP comme l'opérateur pour la gestion des contrats, ce qu'on appelle les contrats stock. Donc, on s'est mis très rapidement en ordre de bataille. Depuis les contrats, effectivement, hein, je partage le constat, c'est-à-dire qu'il y a une très forte augmentation du nombre de contrats d'alternance. Je vais par contre nuancer sur un point, mais je pense que ça va être, que Cyril pourrait faire le même constat. C'est-à-dire que ce qui a très très fortement augmenté, ce qui s'est très largement développé, c'est bien le contrat d'apprentissage. À l'inverse, le contrat de professionnalisation a connu un fléchissement, ce qui s'expliquait notamment par la libéralisation du contrat d'apprentissage. Alors même si on n'est pas sur les mêmes dispositifs, sur les mêmes contrats, si on n'est pas sur la même temporalité, ni sur les mêmes diplômes ou qualifications, mais ça a été quand même un effet induit de la réforme. Quand on parle d'alternance, on a aussi bien évidemment la période, la PROA, qui a remplacé la période de professionnalisation. Donc là aussi, un petit peu plus compliqué à mettre en place, et parce que ça nécessitait aussi des accords de branche et qu'il a fallu que les branches s'adaptent par rapport à ça. Donc, en tout cas, au niveau de l'OPCO-EP, on les a aussi accompagnés dans ce cadre-là. Mais je crois que ça fait l'objet d'une question suivante. Donc, on reviendra, je pense, sur le sujet. Je vais réagir par contre par rapport à un terme qui a été utilisé dans le début de question sur le guichet unique. Alors
oui, la réforme, la réforme qui est maintenant quand même bien assimilée par les OPCO, par les partenaires, par les différents prescripteurs aussi, avait peut-être cette vocation de créer un guichet unique. Pour ma part, je suis toujours assez prudent avec cette notion de guichet unique. Parce que, notamment sur l'alternance, je n'oublie pas qu'il peut y avoir d'autres acteurs qui interviennent. J'ai notamment en tête les chambres consulaires, donc qui étaient des acteurs historiques et qui, s'ils ne sont plus en charge de l'enregistrement, de la gestion des contrats, continuent d'intervenir dans l'accompagnement auprès des entreprises et avec lesquels on a aussi, bien évidemment, en tout cas pour DocCoEP, des relations et des contacts réguliers avec les chambres consulaires. L'idée pour moi, c'est surtout qu'il faut que ça bénéficie bien aux jeunes ou moins jeunes pour les autres contrats, mais même pour le contrat d'apprentissage ailleurs. Mais l'idée, c'est bien de permettre aux signataires des contrats de pouvoir se former, apprendre un métier. Et tous les acteurs et toutes les forces peuvent converger ensemble. Voilà. Après, a-t-on vraiment un guichet unique? Je ne sais pas quand on voit la pluralité des sources existantes. Aujourd'hui, pour un jeune, pour une famille, pour une entreprise, sur l'information, sur l'apprentissage ou sur l'alternance. En tout cas, au niveau de notre COEP, pour essayer de faire converger toutes les informations, on a travaillé depuis la réforme sur la création d'un outil qui est le hub de l'alternance, donc qui permet justement d'agglomérer un maximum d'informations par rapport à l'alternance, avec différentes cibles qui sont bien l'entreprise, le jeune et les CFA également. Un site qui est par ailleurs maintenant en lien avec la bonne alternance, donc qui permet de repérer des offres et qu'on est en train de faire évoluer, puisqu'il se veut un agrégateur en fait de l'information en matière d'alternance, et on est en train de développer des mises à jour qui permettent aujourd'hui aux jeunes aussi de se créer un profil et de déposer leur CV et leur candidature, aux offreurs, donc aux entreprises, de pouvoir déposer des offres. Voilà. Pour autant, encore une fois, sur le guichet unique, comme tout le monde, j'appelle de mes voeux qu'il fonctionne, mais c'est jamais simple. On a beaucoup d'expériences en France sur des guichets uniques qui ne seront pas forcément des expériences très réussies par le passé, quel que soit le sujet et le domaine auquel ça s'adressait. Peut-être un petit complément. Effectivement, hein, Marc disait qu'il y avait eu quand même un effet de vase communicant entre pro et apprentissage. On fait les mêmes constats chez Acto, même si la dynamique attachée notamment au contrat expérimental, elle a quand même pris. Et donc, les entreprises se sont quand même davantage, peut-être même que la proa, approprié ce dispositif du contrat XP. Et du coup, ça requiert quand même un investissement du côté des conseillers de l'OPCO assez important, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre sur la validation, la construction du référentiel qui serait fait dans le cadre du contrat expérimental par l'entreprise. Et puis, par rapport à cette volumétrie globale, hein, Acto, l'an dernier, ça a été 108 000 au niveau national contrats d'apprentissage, je ne parle même pas des contrats de pro, engagés sur l'année 2022. C'est que nous, alors, ça peut paraître contradictoire, parfois on manque ce que j'appelle moi l'intensité de l'offre du côté des entreprises.
C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on pourrait améliorer le taux ou le nombre d'entreprises prêtes à souscrire à ce type de dispositif. C'est-à-dire celles qui ont goûté une fois, en général, elles y reviennent, et donc ce sont souvent les mêmes. Nous, le constat qu'on fait, c'est que ce sont les mêmes qui effectivement recourent à ces dispositifs, qui sont des moyens bien sûr de recrutement. Et on est sur beaucoup de métiers chez Acto aujourd'hui, sur des métiers en tension. Et donc, c'est vraiment une option pour une entreprise, effectivement, de recruter une personne. Mais si je prends notamment l'étendue du territoire bourguignon et franc-comtois, ça nécessiterait qu'on ait davantage d'offres d'entreprises pour rapprocher l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, bien sûr, qui sont positionnés sur l'ensemble des bassins d'emploi, et certains sont parfois obligés de se déplacer au-delà de ce qui est raisonnablement considéré pour suivre, on va dire, du mieux possible une année de scolarité en alternance, hein, où ce triptyque n'est pas si simple que ça à gérer pour les jeunes. Et donc, nous, effectivement, on essaie aussi d'encourager, on continue en tout cas, malgré l'augmentation du nombre de contrats, à encourager les entreprises qui n'en font pas ou qui n'en font plus, de déposer des offres en alternance pour permettre aux jeunes d'y souscrire en proximité, je dirais. Voilà. Simplement ce que je voulais ajouter. Non, mais je rejoins effectivement ce que dit Cyril. Alors, outre en plus l'offre et la répartition de l'offre au niveau des entreprises, se pose aussi, et je le vois comme un vrai facteur de réussite, mais également d'amélioration dans le développement de l'alternance et d'apprentissage, se pose aussi la question de la répartition de l'offre de formation sur le territoire, puisque bien évidemment, quand on habite dans une grande ville, on a un peu de choix pour un jeune pour aller sur un CFA, sur un métier qui peut choisir un peu plus aisément. Dès qu'on s'éloigne des grandes villes ou des grands bassins d'activité et de vie, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Donc, dans les points de vigilance, il y a ce volet répartition territoriale du volet du côté entreprise et du côté organisme de formation. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, qui dit augmentation du volume, dit augmentation du taux de rupture. Oui. Ça va un peu de pair, hein, puisque en général, c'est des pourcentages. Et donc, forcément, ça génère des volumétries de rupture importantes. Et on a un travail à mener avec les acteurs de cet écosystème aujourd'hui pour minimiser, bien sûr, quand on le peut, les ruptures, comprendre ce phénomène de rupture avant qu'il n'arrive, parce que c'est toujours un échec, finalement, pour les acteurs qui se sont engagés de vivre une rupture, que ce soit de côté de l'entreprise, du CFA et du jeune, bien sûr. Et comment on facilite le rebond, c'est-à-dire comment les opérateurs, l'écosystème, les acteurs du service public de l'emploi, avec qui nous travaillons, voilà, comment on facilite finalement le fait que la rupture ne soit pas définitive, mais qu'elle permette finalement une continuité, une poursuite d'études, ou quand elle se passe dans l'entreprise, de trouver une autre entreprise. D'où l'importance effectivement aussi d'accroître l'intensité des offres d'emploi pour rebondir dans une nouvelle entreprise si ça s'est mal passé dans la première. Et ça, c'est un chantier qui est un peu devant nous, je dirais. Alors, je partage totalement. Non seulement il est devant nous, mais je pense, alors, en tout cas pour ce qui concerne notre COEP, on est d'ores et déjà et depuis un petit moment en train de travailler effectivement sur cette question des ruptures. Avec toujours l'optique qu'un jeune qui peut être en rupture pour une raison ou une autre puisse effectivement rebondir dans une autre entreprise. C'est effectivement un vaste chantier pour que ça puisse fonctionner. Bien évidemment, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les entreprises, je rejoins Cyril, également sur les CFA.
qui sont bien au fait aussi de cette question-là, hein, bien évidemment, puisqu'ils sont directement concernés. Et c'est vrai que, par exemple, au niveau de notre COEP, ça fait plusieurs années que tous les ans, on mène des campagnes de rencontres entre les conseillers de notre COEP et les CFA sur le territoire pour effectivement échanger avec eux sur leurs problématiques sur différents sujets. Et l'une des problématiques qui apparaît régulièrement, c'est effectivement cette problématique de la rupture et donc des chantiers assez importants par rapport à ça. Je ne doute pas que les autres OPCO sont comme l'OPCO-EP se sont déjà saisis de la question et y travaillent. Mais c'est effectivement un chantier important, colossal et qui n'est pas simple à traiter, puisqu'en plus, il y a évidemment plusieurs entrées possibles, selon qu'on se situe du côté du jeune, du côté de l'entreprise, du côté du CFA, du côté de l'OPCO aussi. Donc, voilà, très, très vaste chantier, effectivement. Alors, ça interroge la question de la qualité des parcours en alternance. C'est vrai que c'est une vraie question, même on va dire au niveau national, partagée au niveau de l'écosystème. Alors, on va ouvrir le temps des questions. Il y a un commentaire plus qu'une question qui nous remonte de nos inscrits, qui fait du lien avec ce que vous évoquez sur l'accompagnement ou le lien qui peut se tisser entre les opérateurs de compétences et les organismes, notamment les CFA. La remarque est que les dossiers sont à renseigner et que parfois c'est compliqué du point de vue entreprise ou organisme de formation CFA. Et la question, c'est de savoir justement comment se passe cet accompagnement ou quelle forme ça peut prendre entre l'opérateur de compétences et puis les structures pour éviter peut-être ce qu'on évoquait en termes de chiffres, des contrats qui remontent et qui sont mal renseignés. Je pense que la question, la remarque est relative à ce volet-là. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, monsieur le prêtre, en disant que vous aviez des campagnes avec des temps d'échange conseillés, OPCO et puis organismes. Donc, j'imagine que ces points-là peut-être sont abordés aussi. La question de comment on remplit, comment on accompagne. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'accompagnement, des choses que vous mettez en place au niveau des OPCO? Alors, pour Ouais. ce qui nous concerne, bien évidemment, on a aussi les conseillers qui sont au contact quotidien avec les entreprises. Donc, ça peut être aussi un élément à prendre en compte, hein. Je vois qu'il y a notamment à l'observation qui est faite une remarque par rapport à l'interlocution téléphonique. Alors pour le coup, on a développé aussi des voies d'accès par contact téléphonique, sachant que pour ce qui concerne encore une fois l'OPCO-EP, on a comme on est présent sur l'ensemble du territoire, y compris les DROM, on a une amplitude horaire pour accéder à nos téléconseillers qui est très très large, puisque grosso modo nos téléconseillers sont accessibles de 6h à 23h à peu près, puisqu'on a l'avantage du coup de pouvoir avoir des téléconseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Mais oui, effectivement, c'est pas forcément simple, hein. S'ajoute à ça des outils qui peuvent être différents, puisque là aussi, chaque OPCO a sa propre plateforme. On a par ailleurs une plateforme qui est utilisée par les CFA depuis longtemps, et pour le coup avec maintenant une mise en relation entre nos plateformes OPCO et la plateforme des CFA. Donc, tout ça, ça ne peut que s'améliorer. On y travaille tous chacun, mais là aussi, ça fait partie des chantiers qui sont pas... malheureusement, on peut pas simplement, en claquant des doigts, régler toutes ces questions.
Et l'arrivée du nouveau CERFA, effectivement, peut être source d'un certain nombre de questionnements de la part des entreprises ou des CFA, encore plus des jeunes et des familles. Ne jamais sous-estimer la complexité du remplissage d'un CERFA. C'est extrêmement complexe. Et donc, c'est vrai que ça nécessite de se poser, de prendre du temps. J'entends les remarques qui sont faites sur les difficultés parfois effectivement à nous joindre et ça peut effectivement être le cas. On a, nous aussi, une plateforme nationale de téléconseillers qui assure, je dirais, un conseil de premier niveau sur un numéro fixe et qui passe le relais à des gens plus opérationnels de terrain quand ça le nécessite. Donc, c'est déjà qu'il y a différents degrés de complexité hein, dans la gestion effectivement d'un CERFA. Et puis, moi, effectivement, je crois beaucoup au développement parce que finalement, les doubles saisies, les triples saisies sont des facteurs potentiels d'erreur. Et donc, plus nous fonctionnerons effectivement en mode API avec ceux qui ont fait une première saisie et simplement dans un processus de vérification et de contrôle, mais pas de double saisie. Et c'est sur quoi nous allons effectivement en nous connectant avec les ERP des CFA. Mais c'est peut-être pas encore suffisamment développé. Et effectivement, cette technologie devrait quand même à terme nous aider sur ces erreurs aujourd'hui que nous détectons ou ces difficultés que nous avons parfois de remplissage de documents, de quelle pièce je joins, comment je dois compléter cette ligne. Ouais, il faut partir du postulat que c'est complexe et effectivement se rapprocher de ceux qui savent ou qui maîtrisent. Hein. Alors, on a des branches professionnelles qui sont plus ou moins aussi organisées hein, sur ces sujets-là, qui permettent aussi de faciliter ces processus de remplissage. L'artisanat a conservé son dispositif. Je sais que la branche du BTP avec le 3CA aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez hétérogène en fait hein, entre les branches professionnelles et donc toutes n'ont pas cette capacité à faire cet accompagnement qui du coup nous revient et on fait le maximum pour ça. Ouais, ça m'inspire une réflexion, c'est que on parle aussi de nos plateformes numériques, informatiques, de nos outils, mais effectivement ne pas sous-estimer la complexité puisque ça veut bien dire que il y aura toujours besoin, on pourra toujours avoir besoin du côté de l'entreprise notamment et des différents acteurs et des jeunes aussi de contacts réels et c'est aussi la force des OPCO que d'avoir des réseaux de conseillers sur le terrain qui peuvent aller au contact au-delà des contacts informatiques ou téléphoniques qui peuvent amener effectivement un premier niveau d'information mais qui peuvent nécessiter des fois un contact et un rendez-vous en présentiel parce qu'on n'a pas pu régler toutes les questions qui étaient posées de façon distancielle. Merci. Donc, du coup, ça veut dire des potentialités et sur, on va dire, de l'automatisation quand c'est possible et du capital humain qui est préservé pour accompagner la complexité. Et on est d'accord que la complexité, elle irrigue tout le système de formation. Donc, effectivement, derrière, ça suppose de l'accompagnement qui va être mis en place de façon différente en fonction des branches et en fonction des opérateurs de compétences, si on résume un petit peu, en fonction des moyens aussi que vous pouvez mettre sur cet accompagnement. Alors, si vous en êtes d'accord, on va passer à la deuxième thématique, qui est plutôt autour de l'accompagnement des branches et derrière l'accompagnement des branches, l'accompagnement par rapport notamment à la certification. Donc, dans le code du travail, l'opérateur de compétences, il a différents rôles, notamment un rôle d'appui aux branches professionnelles par rapport à du travail sur l'écriture de référentiels ou d'accompagnement par rapport à la certification. Et on voulait évoquer avec vous un petit peu ce positionnement d'OPCO par rapport à l'accompagnement des branches.
peut-être par rapport à des exemples de certification, peut-être aussi par rapport à la question des blocs de compétences, qui reste un sujet d'actualité, notamment avec la réforme de la VAE. Est-ce qu'il y a des points d'accroche qui, en ce moment, irriguent le travail avec les branches professionnelles au sein de vos organisations? Alors du côté d'Acto, oui, on a un pôle dédié en interne au niveau national sur ce sujet. Les branches sont de plus en plus friandes, je dirais, de mener des travaux de ce type, notamment par rapport au référentiel de France Compétences, hein. Donc, se poser la question de savoir si voilà, on dépose RNCP, répertoire spécifique, l'éligibilité du coût potentiel que ça entraîne et la mobilisation des fonds publics derrière qui permettent finalement de développer ces certificats, ces qualifications. Donc, on est effectivement, nous, très sollicités par nos branches, parfois d'ailleurs des branches qui n'ont pas les volumétries d'entreprises ou de collaborateurs les plus importantes, mais qui se sont emparées du sujet. Alors j'ai quelques exemples en tête, notamment la branche de l'eau chez Acto, qui a mené un travail en collaboration avec nous sur la mise en place de CQP, sur des métiers qui sont bien spécifiques. Et du coup, ça permet aussi de travailler l'attractivité, la reconnaissance de certains métiers qui ont des visibilités qui sont faibles aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et tout ça contribue, je dirais, à mettre en lumière des activités, des métiers, certains en tension bien sûr, et de dire, voilà, la branche se préoccupe de ce sujet, c'est implémenté dans les conventions collectives, du coup avec des niveaux qui sont aussi rattachés, et donc on met en avant finalement des métiers, c'est le moyen de mettre en avant des métiers, des activités qui ont des faibles niveaux de notoriété, encore une fois. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, hein. Donc ça se mène en général avec c'est un triptyque en fait, hein, une branche professionnelle, son OPCO, après une validation en commission paritaire de l'emploi de la branche, et peut-être des apports parfois de consultants dont c'est l'activité principale aujourd'hui, hein, qui se sont mis sur ce marché et qui accompagnent les branches dans l'élaboration d'un référentiel. Vous le disiez, Alexia, aujourd'hui, France Compétences est très préoccupé par les volumétries qui sont arrivées dans les répertoires différents. Et donc, ils font aussi du ménage de leur côté. Donc, il faut, je ne dirais pas se distinguer, mais en tout cas, aujourd'hui, n'importe qui n'est pas en capacité de développer un référentiel dans un répertoire. Et puis, il y a cette transversalité de blocs de compétences auxquels tous les nouveaux prétendants à l'inscription à un registre doivent se conformer pour effectivement se voir valider leur dépôt. Et ce travail de transversalité, donc on a une commission aujourd'hui aussi chez Acto qui se préoccupe de ça. Il y a des compétences transversales qui peuvent être rattachées à plusieurs métiers, plusieurs référentiels de certification. Et aujourd'hui, quand vous prétendez déposer un certificat, il faut vous préoccuper effectivement de ce qui existe. On parle beaucoup de nouveaux métiers, on parle beaucoup de nouvelles activités qui se développent. Et pour autant, quand on veut les faire rentrer dans ce moule de la certification, on se rend compte que ce n'est pas si simple et que les outils ne sont pas tout le temps adaptés. Même si France Compétences fait des appels d'offres ou des appels à projets sur les métiers nouveaux, c'est ciblé sur des branches déjà. Donc moi, j'ai regardé le dernier, là, qui doit être déposé avant début juillet. Et il n'est pas nécessairement ouvert, en tout cas, aux branches qui nous sont rattachées chez Acto. Et donc, c'est vraiment des chantiers qui prennent du temps, hein. Quand on part de rien, il faut à minima compter 18 mois hein, quand on est une branche et qu'on veut vraiment déposer quelque chose qui tienne la route, avec l'espoir, encore une fois, de l'inscription, puisque c'est l'ambition qu'ils ont tous. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais effectivement, on est un appui de ces travaux de ces chantiers. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est une
des marques de stratégie d'une branche qui veut mettre en avant, encore une fois, une activité ou un métier qui dépend d'elle et, essayer de professionnaliser les salariés qui prétendraient occuper ces fonctions, ceux qui sont en place aujourd'hui, par le biais de la VAE. Aujourd'hui, la VAE elle est forcément introduite dans les modalités d'acquisition d'un référentiel, et ou les nouveaux entrants dans la branche, euh, que, voilà, que ça peut, voilà, il y a une forme d'attractivité de se dire je vais intégrer une branche qui a prévu un certain nombre de certificats et de référentiels qui sont rattachés au métier de la branche. Et je vais rejoindre Cyril dans ce qu'il a dit, qui était déjà très complet. Effectivement, encore une fois, ça fait partie des missions des OPCO d'accompagner les branches. Cet accompagnement-là se fait plus au niveau national. Par contre, parce qu'il se fait notamment avec un lien fort entre enfin, en tout cas pour ce qui concerne l'OPCO-EP, entre on a une équipe dédiée à l'OPCO au niveau national sur ces questions-là, mais avec des liens forts avec les branches, leurs représentants et avec les CPNE. Après, se pose aussi la question de l'articulation sur les territoires. De façon à ce que il y ait bien que ça corresponde aux besoins des entreprises enfin et des branches sur des territoires, et différents éléments qui puissent fonctionner, et notamment les blocs de compétences effectivement offrent une perspective intéressante en termes de réflexion au niveau des entreprises, et notamment parce que ça peut aussi ouvrir sur des modalités de formation qui tendent à se développer depuis quelques années, avec des évolutions qui se sont largement accélérées avec la crise sanitaire qu'on a connue les dernières années. On parlait tout à l'heure, Cyril évoquait la question des contrats expérimentaux, des contrats de professionnalisation expérimentaux. On est effectivement en plein dans ce sujet-là. Et si les contrats de pro expérimentaux fonctionnent bien au niveau des entreprises, c'est aussi justement parce que ça permet de correspondre aux besoins de l'entreprise sur le terrain, besoin qui n'est pas forcément couvert dans le cadre des référentiels existants, et dont bien évidemment les branches se saisissent aussi à leur niveau. Mais au niveau en tout cas au niveau régional et territorial, l'intérêt pour moi des OPCO, il est bien dans cet accompagnement aussi qui permet de faire le lien et de faire correspondre les besoins et les travaux existants au niveau des branches avec ceux des entreprises, puisqu'on est sur une logique qui n'est pas totalement la même, hein, bien évidemment. L'entreprise, elle est dans son quotidien, dans son activité, et le fait d'avoir là encore des conseillers qui sont sur le terrain au quotidien auprès des entreprises, ça permet aussi de travailler là-dessus. Et bien évidemment, ça peut nous permettre aussi de faire remonter des problématiques territoriales au niveau de nos collègues qui sont en charge des relations avec les branches, et de pouvoir aussi faire évoluer les travaux, ou en tout cas alimenter les travaux au niveau national, au niveau des branches. Ça me paraît fondamental, puisqu'en fait, ça nous permet d'amener une vision terrain
et concrète, et là aussi de faire évoluer les choses. On a des métiers sur lesquels il y a aujourd'hui peu de certifications, avec des modes d'acquisition de ces certifications qui ne sont pas totalement adaptés aux besoins et au fonctionnement quotidien des entreprises. Et c'est tout là le sens que prend l'accompagnement et la présence des OPCO sur les territoires. Ouais, on est vraiment sur une question du sur-mesure, ce qui va permettre de lancer la troisième thématique. Oui, donc la loi souligne le rôle des OPCO dans l'information et la promotion de certaines modalités pédagogiques, notamment donc la formation ouverte à distance et donc celle de la FAST, hein, l'action de formation en situation de travail. Alors, comment les entreprises se sont-elles emparées de ces sujets? Quelles sont les pratiques? Et puis, comment vous les accompagnez? Je vais peut-être laisser Marc démarrer cette fois-ci parce que. Juste au Ah, retour des choses. Oui, je vais pas. Oui. Sur ces nouvelles modalités, alors plus ou moins nouvelles d'ailleurs, parce qu'on le Oui, présente toujours comme des nouvelles modalités de formation. Certaines existent depuis quelques années. oui, quand même. Oui, sur la Mais formation à le- distance, on ne devrait plus parler voilà. de nouvelles modalités, effectivement. C'est ça. Alors après, encore une fois, le contexte de la crise sanitaire a largement permis de développer et de recourir à ces modalités, notamment la FOAD. Globalement, les entreprises, ce que j'en vois sur le terrain, c'est que les entreprises, globalement, se sont plutôt saisies de ces nouvelles modalités, que ce soit la FOAD, que ce soit la formation interne. Que ce soit aussi la FEST, sachant qu'au niveau de la FEST, il n'y a pas forcément au niveau de branche, ou en tout cas pour ce qui concerne le PEP, il n'y a pas de position globale au niveau des branches. Bien évidemment, c'est chaque branche qui est maîtresse des choix et des décisions qu'elle prend par rapport à ça. Je crois après concrètement qu'on a des métiers qui peuvent s'y prêter a priori aussi plus facilement que d'autres. Encore une fois, notre rôle, à mon sens, il va être d'accompagner d'une part les branches, mais aussi les entreprises dans la mise en œuvre de ces différentes modalités pédagogiques. Et je dirais aussi des fois tout simplement en les aidant à faire le distinguo entre les différentes modalités, parce qu'on parle notamment particulièrement depuis la dernière réforme du développement de la FEST, les entreprises font souvent la confusion entre formation interne et AFEST. Quand on s'interroge et qu'on évoque la question de la FEST, elles ont souvent tendance à nous dire non, mais la FEST, enfin la formation interne, on en fait, donc oui, je suis favorable à la FEST. C'est deux choses différentes. Donc, voilà, on est bien évidemment au niveau de nos équipes terrain sur déjà une logique d'information et puis d'accompagnement au niveau des entreprises sur la mise en œuvre de leurs besoins et de ces modalités-là. Et puis, on sait aussi au niveau territorial comme au niveau national, en lien avec les branches qui se sont saisies d'ores et déjà de la question de la FEST. On sait aussi accompagner les branches sur ce terrain-là pour développer des actions expérimentales quand c'est nécessaire. J'en ai une en tête qu'on est en train de développer, enfin de déployer au niveau d'OPCOEP avec
la branche des experts automobiles, puisqu'on est sur un métier où il y a un métier qui est, enfin un diplôme qui a un référentiel qui existe, mais où il y a un réel besoin des entreprises sur le terrain de pouvoir avoir d'autres modalités d'acquisition des compétences. Et la FEST, dans ce cas-là, est effectivement une bonne solution. Mais encore une fois, nous, on va être dans un rôle d'accompagnement, de remontée d'informations aussi pour repérer les besoins. Mais c'est bien évidemment les branches elles-mêmes qui décident d'y aller, de mettre en œuvre. Et l'OPCO, après, est là pour les appuyer dans les travaux, bien évidemment. Alors oui, je partage, hein, je partage complètement. Alors, je vais peut-être aller, moi, sur un terrain un peu plus dangereux. J'espère que les représentants des branches d'Acto n'écoutent pas ce que je vais dire. Mais ce que je perçois à mon niveau, moi qui suis technicien, c'est parfois une frilosité au niveau des branches. Par rapport à la modalité présentielle, il y a encore ces sujets-là, finalement, de la pertinence de la modalité en fonction de la formation qui serait éventuellement, et là je parle essentiellement du plan de développement des compétences, concernée ou impactée. À tel point que chez Acto, parfois, on associe des financements distincts pour une même action, selon qu'elle se réalise en présentiel, en distanciel, ou si on y introduit de la FEST. Et du coup, ça introduit une forme de confusion, de compréhension de ce que sont ces modalités pour certains acteurs qui ne comprennent pas toujours pourquoi finalement, si j'inscris mon collaborateur à une session classique en présentiel, ben, elle sera entre guillemets financée à telle hauteur et que le financement sera différent. Et donc, je pense qu'il y a encore un travail entre guillemets à mener. C'est comme si finalement, parfois, dans des contextes, alors qu'ils peuvent parfois s'expliquer, on avait un doute sur la pertinence finalement de la modalité mobilisée, alors que le Code du travail aujourd'hui ne fait pas de distinction, en tout cas pas qualitative. Il les met à même niveau. Et donc, voilà, c'est vrai que Marc le disait, il y a effectivement un travail important à mener auprès des branches, des représentations qu'elles ont parfois, ou de la connaissance qu'elles ont parfois de la mise en œuvre, alors qu'ils sont d'ailleurs parfois pas possibles. Hein. Cette question de droit à l'erreur fait que parfois, effectivement, on ne peut pas, dans une activité précise, développer la FEST parce que le droit à l'erreur, il est tout simplement pas permis sur un référentiel. Et ensuite, ce que j'aimerais dire, moi, c'est que au démarrage finalement de la réforme, même la doctrine des pouvoirs publics, c'était plutôt de ne pas trop aller mettre de la FEST et de l'alternance de manière concomitante. Or, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des expériences menées par des CFA qui ont des velléités de faire délivrer tout ou partie de leur référentiel par des entreprises qui accueillent des jeunes. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a vraiment des expériences de CFA qui travaillent vraiment en profondeur ces sujets-là, pour diverses raisons. Une que j'ai en tête, c'est notamment que les retours, finalement, il y a parfois aussi une forme d'inéquité pour un CFA qui envoie des jeunes dans des entreprises qui vivent des expériences chacun différentes selon la taille de l'entreprise, les activités qu'elle est capable de déployer avec son apprenti. Et finalement, introduire de la FEST avec les entreprises qui vous prennent des jeunes, ça permet aussi de comprendre ce qu'elles sont aussi, elles, à leur niveau, en capacité de faire, et peut-être d'égaliser, je dirais, ces inéquités que parfois les CFA constatent eux-mêmes, hein, sans que ce soit nous qui le fassions, de dire des retours de jeunes ensuite en CFA qui disent « Ah ben, j'ai pas été en capacité de mettre en place ceci ou cela, parce que dans mon entreprise, ça ne se fait pas. » Et donc, c'est un peu aussi, voilà, embarquer, je dirais, les entreprises dans la
la diffusion de compétences liées à ces référentiels et je les associe à mon programme finalement. Et donc, il y a des expériences qui se mènent. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps passé, mais je trouve la démarche intéressante parce que ça permet finalement de monter tout le monde un peu en compétence, en tout cas les acteurs d'un écosystème et des associer finalement à la démarche pédagogique. Donc ça a des vertus, c'est compliqué à mettre en place, mais et on verra ce que ça apporte en termes de résultats, mais voilà, il y a des choses qui se font de cette nature et je trouve ça plutôt intéressant. Je rejoins totalement ce que dit Cyril. Je vais simplement amener un autre élément qui pour moi doit peser dans la balance, c'est que toutes ces modalités-là, et on a l'avantage aujourd'hui d'avoir de multiples modalités pédagogiques qui existent et qui se développent. Toutes ne sont pas adaptées aux différents métiers et au-delà des métiers, toutes ne sont pas forcément adaptées à chaque entreprise et encore moins à chaque salarié ou à chaque jeune dans le cadre d'un contrat en alternance. Et je suis intimement convaincu que l'intérêt aussi de ces différentes modalités pédagogiques aujourd'hui est de pouvoir adapter ça aussi dans une logique de parcours pour les apprenants, de façon à ce que ce soit vu comme un facteur de réussite et de facilitation dans la réussite du parcours. Et c'est là aussi qu'on a nous un accompagnement à apporter au quotidien aux entreprises pour que ça puisse fonctionner. Mais encore une fois, c'est pas forcément possible pour tous les métiers. C'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et puis il y a bien évidemment, Cyril l'évoquait, la question des financements et des prises en charge, sachant que là on est sur un niveau qui nous dépasse sur des territoires et qui même au-delà des OPCO, puisque c'est aussi en fonction de ce qui peut être décidé. Cyril l'évoquait au début avec la dernière réforme, on parlait beaucoup d'AFEST, mais effectivement même au niveau de l'État, on ne savait pas trop comment y aller, ce qu'il fallait mettre en face en termes de moyens, tant humains que techniques que financiers. Donc, tout ça, c'est en train d'évoluer. C'est des évolutions qui sont à long terme, qui sont aussi en fonction des mutations du monde du travail, des entreprises, des métiers, des qualifications. Donc, c'est assez difficile de segmenter les uns par rapport aux autres. Je pense que c'est intimement liés, et on a nous l'avantage au niveau des OPCO aussi d'avoir vécu un certain nombre de réformes déjà auparavant, et on a aussi appris nous à s'adapter et à devenir agile pour pouvoir effectivement accompagner nos parties prenantes, que ce soit les entreprises, que ce soit les branches, que ce soit les partenaires sur les territoires. Merci, ça nous fait arriver directement à la question qui va clore le webinaire, puisque vous avez parlé de tout un cycle de réformes et de votre agilité et de la capacité d'adaptation des opérateurs de compétences. La question, c'est de savoir, est-ce que vous voyez des perspectives d'évolution particulières avec les éléments de discussion qui se dessinent? On a quelques éléments. On ne peut pas dire qu'on va sur forcément une grosse réforme de la formation, mais on a des éléments d'aménagement, une réflexion de la ministre déléguée à la formation professionnelle sur la question des reconversions professionnelles. Vous avez évoqué des choses par rapport à l'alternance, un travail sur la certification, puisqu'il y a encore un travail de régulation du système de la formation qui est relativement fort. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent essentielles, des points de vigilance peut-être que
des clés de lecture que vous avez par rapport à ces évolutions, sans avoir de boule de cristal, bien sûr, et sans qu'on puisse forcément donner des tendances très, très précises. Bah, pour ce qui me concerne, bien heureux la personne qui pourra me dire aujourd'hui ça va évoluer de telle façon ou de telle autre. Effectivement, on a déjà connu depuis 1971 de nombreuses réformes. Je pense qu'on en connaîtra d'autres. Alors, de quelle nature? La dernière réforme, les deux dernières réformes de la formation étaient vraiment importantes. Donc, effectivement, est-ce qu'il y en aura une aussi importante par la suite? Sans doute, mais peut-être pas tout de suite. Ça, on verra, l'avenir nous le dira. En revanche, on a effectivement certaines évolutions sur lesquelles on est attendu. Alors, tout ce qui est la question des transitions professionnelles, évidemment une question une mission sur laquelle les OPCO sont aussi associés, bien évidemment. Hein. Par exemple, l'OPCO est porteur d'une plateforme anciennement Transco, aujourd'hui transition professionnelle sur la métropole dijonnaise, qui a vocation à s'élargir sur l'ensemble du département. Mais oui, c'est des missions dont on s'est déjà saisi. Une mission qui est aujourd'hui donnée aux OPCO aussi avec la loi sur le développement durable, c'est d'accompagner les entreprises sur la question des mutations, notamment en matière de transition écologique. Et c'est plutôt intéressant d'ailleurs, parce que nous aussi, ça nous amène à nous interroger régulièrement et au quotidien là-dessus. On est en train de mettre en place nous, un plan d'action au niveau national et du coup régional, bien évidemment, sur l'accompagnement des entreprises sur cette question de la transition écologique. Après, il y aurait plein d'autres questions. On entend souvent parler depuis longtemps de la possible fusion des contrats de pro et des contrats d'apprentissage en un seul et même contrat, avec des entreprises qui nous disent pourquoi il y a deux contrats différents, c'est quand même compliqué, ce serait mieux qu'il n'y en ait qu'un seul. Il y a plein de questions de cette nature-là. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. J'aurais même tendance à dire que je souhaite continuer à ne pas avoir de réponse, parce que ça voudra dire qu'on est aussi amené, nous, à évoluer dans nos réflexions, dans nos façons de travailler, et qu'on travaille dans un secteur d'activité qui est celui de la formation, où notre matière première, c'est d'abord l'humain. Et c'est aussi ces évolutions-là qui font qu'on y trouve au quotidien de l'intérêt, et que c'est enthousiasmant et vivifiant pour nous aussi. Mais compliqué de dire comment ça évoluera par la suite. Oui, alors juste, oui, moi je partage tout à fait. Juste deux petits ajouts, parce que le temps presse. Aujourd'hui, on a quand même un sujet de la soutenabilité du système de financement de l'alternance, clairement. Et ce serait souhaitable finalement que une prochaine réforme, si elle a lieu encore une fois, se penche sur le sujet. Et puis, peut-être pour terminer, tout n'est pas réforme. Et sur nos sujets qui sont cruciaux, hein, on le voit avec toutes les évolutions que nous vivons, quand on regarde, et j'engage tout le monde à regarder ce document qui s'appelle le jaune budgétaire, qui récapitule tous les ans les dépenses de la nation en formation professionnelle, tout confondu, secteur public, secteur privé, voilà, toutes les dépenses. Donc c'est quand même plus de 30 milliards d'euros que nous y consacrons tous les ans. Et il y a des tendances qui se dégagent quand on regarde sur les dernières années et qui ne sont pas nécessairement impactées par une loi sur la formation professionnelle ou la volonté d'un législateur de faire modifier ceci ou cela. Et je dirais c'est tant mieux. Donc voilà, et notamment si je prends la partie des dépenses des ménages qu'ils consacrent pour eux-mêmes à la formation professionnelle,
voilà, il y a une augmentation régulière tous les ans de la dépense des ménages qui consacrent une partie de leur budget personnel pour entamer une formation. Et donc, voilà, donc il y a des choses qui se passent, on est des acteurs différents dans cet écosystème. Et je dirais, voilà, heureusement, tout n'est pas réforme. Voilà. Mais nul doute qu'une nouvelle arrivera, effectivement, on ne sait quand, mais on est à peu près certain qu'effectivement, une nouvelle réforme arrivera. Merci beaucoup. Alors, j'ai regardé le chat en parallèle. Donc, on a eu des commentaires sur des propos abordés sur le fait, par exemple, que d'autres opérateurs de compétences proposaient des rendez-vous les vendredis matins pour accompagner la constitution des dossiers. Pas d'autres questions? Vous avez encore une petite minute, le temps que Christine commence quelques mots de conclusion pour poser éventuellement la question finale. Mais oui, effectivement, hein, merci beaucoup à tous les deux pour ce partage d'informations et puis le partage aussi d'éclairage sur bon, ces différentes perspectives. Effectivement, ça permet donc à chacun de pouvoir alimenter et surtout peut-être mettre en action une petite veille dans les mois à venir. C'est quand même très très précieux. Ben oui, et donc en fait, j'ai envie de vous remercier à nouveau parce que bon, c'était pas un exercice très facile, c'est vrai. Et bon, on remercie à nouveau les deux OPCO par rapport à ce travail et ce temps d'échange parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre le rôle et puis les différentes missions que vous avez et on comprend bien que bon, ce sont des chantiers qui ne sont pas simples à prendre en main et qu'il faut du temps aussi pour donc les mener à bien. Beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi et de bienveillance. Et je pense que ça, c'est aussi l'une de vos qualités. Donc, merci encore à vous. Merci pour l'invitation. Ben, merci effectivement pour l'invitation. On remercie en parallèle donc tous nos spectateurs. Quand le webinaire va se clore, vous aurez accès à une petite enquête en ligne avec quelques questions. C'est très très rapide, juste voilà pour nous garder dans une boucle d'amélioration continue pour pouvoir nous faire part de vos retours et éventuellement nous proposer une thématique que vous voudriez voir traitée sur un des prochains temps forts. Eh bien, les temps forts continuent, hein, même si on vous dit au revoir aujourd'hui, mais elles continuent. Donc, l'épisode 11, du 6 juillet prochain, eh bien, donc nous accueillerons un fonds d'assurance formation, Vivea, donc pour lequel donc on intervient, enfin, on fera intervenir effectivement sur différentes questions. Et puis, eh bien, on vous donnera rendez-vous pour septembre prochain. Et on vous dit déjà dès maintenant eh bien de très bonnes vacances à vous. Et puis encore merci d'être présent à chaque fois, chaque mois auprès de nous. Et de nous communiquer aussi toutes vos questions et donc de faire en sorte que les temps forts eh bien, continuent pour 2023-2024. Merci à vous, à très bientôt. Merci, belle journée à vous. À bientôt sur les temps forts.